Ce matin, nous avons un programme et cette journée est dédiée à la famille, au bien-être de la famille, aux Smart City Villes intelligentes, ainsi que la transformation digitale de nos sociétés. Donc, la journée est en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'Union des villes et des communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, ainsi que le ministère de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Donc, déjà, on va commencer par notre premier thème qui est inclusion numérique, adopter les bonnes pratiques pour éviter les fractures générationnelles. Ça sera avec M. Serif Tal de Gérac, ainsi qu'on l'appelle chef des terres des alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Je vous demande d'applaudir M. Serif Tal. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à nos mamans et bonjour à nos jeunes frères qui ont décidé de venir ici comprendre cette inclusion, l'inclusion numérique. Disons, on va parler notre français terre à terre, on ne va pas rentrer dans les thèmes techniques. L'inclusion, c'est-à-dire la symbiose entre l'ancienne génération et la nouvelle génération sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je voudrais que ça soit vraiment une discussion interactive, qu'on se parle ensemble. Il ne faudrait pas que ça parte dans un seul sens et que les jeunes ici puissent parler et aussi nos mamans qui puissent aussi s'expliquer sur un certain nombre de choses. À la sortie de là, il faudrait qu'on se comprenne sur des choses dont on va parler tout à l'heure. C'est-à-dire le thème, c'est l'inclusion numérique, adopter les bonnes pratiques pour éviter les fractions générationnelles. Et il faut dire que le milieu des réseaux sociaux est un milieu aujourd'hui qui est dirigé, disons que les jeunes d'aujourd'hui occupent à 70%. C'est-à-dire sur Facebook, nous avons 4 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. Parmi les 4 millions d'abonnés, nous avons 70% de jeunes qui sont connectés. Et donc, nous avons aussi à côté des personnes âgées qui peuvent être nos papas, nos oncles et bien d'autres personnes proches de nous. Donc, comment créer cette synergie-là, cette symbiose-là entre ces jeunes qui ont adopté les nouvelles technologies, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et nos parents qui se mettent aussi à jour de cette inclusion numérique. Alors, un constat m'est venu directement en tête, c'est-à-dire j'ai fait un tour sur une page qu'on appelle First Magazine, une page où tout le monde se rencontre. On dit que c'est une page où les jeunes s'expriment le plus. Et qu'est-ce qu'on constate là-bas? On constate de plus en plus que ces jeunes-là, ça donne à un nouveau mode de communication qu'ils appellent communément le malparlage. Le malparlage. Donc ce malparlage-là, qu'est-ce que ça signifie? Je vais expliquer un peu à nos mamans. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un publie ou bien parle d'un sujet, et celui qui va venir commenter, soit ce qu'il va dire, ça n'a rien à voir avec le sujet, ou soit il va apporter des injures. Et ça, quand on fait ça, les autres, souvent, on fait des captures. Il y a même des groupes qu'on appelle des groupes de malparlage. On fait uniquement des captures pour faire la promotion de ce malparlage-là, c'est-à-dire des injures. Ou bien, si vous voulez, des punchlines. Ça s'est transformé en punchline. Donc, pourquoi aujourd'hui nous sommes face à cette tendance, à cette croissance du malparlage? Est-ce que
les parents à la maison, ils suivent ces enfants-là qui s'adonnent à ce malparlage-là. Est-ce que ces parents eux-mêmes sont déconnectés de cette réalité des réseaux sociaux? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Et à travers cela, il faut que nos parents, c'est-à-dire nos mamans, nos papas et tout ça, puissent s'imprégner de cette réalité, de cette tendance technologique des réseaux sociaux, qu'ils puissent aller aussi, parce qu'il y a des enfants, aujourd'hui sans autorisation parentale, qui sont connectés sur les réseaux sociaux et ils font n'importe quoi. Excusez-moi du terme. Et il y a même, je crois bien avant-hier, où il y a une fille, une écolière qui était... elle était même en tenue, c'est ce qui était encore plus grave. Et elle faisait la promotion dans une vidéo, excusez-moi encore du thème, des cristaux de menthe. Ah, ben là, demande à ta voisine là-bas, elle va t'expliquer. Donc elle faisait la promotion des cristaux de menthe. C'est un produit qui est utilisé par les grandes personnes pour agrémenter le couple. Donc la jeune fille, elle en faisait la promotion. Donc la vidéo, on ne sait pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et la vidéo est devenue virale. Elle a même été renvoyée de son école. Le conseil de discipline a pris une décision pour qu'elle soit renvoyée, radiée de l'école. Vous voyez, ce sont des pratiques. Si ce n'est pas suivi, si nous ne mettons pas un œil sur ces gens de pratiques, notre société va aller à la dérive. Est-ce que ce sont les parents qui ont démissionné ou bien c'est la croissance, c'est-à-dire l'utilisation des réseaux sociaux qui est mal faite? Il faudrait qu'on se pose vraiment des questions et ensemble essayer de trouver aujourd'hui quelques réponses à ces questions et qu'à la sortie de cet atelier, nous puissions au moins partager de bonnes valeurs à travers cette inclusion numérique. Aujourd'hui, moi, à mon même niveau, déjà, je suis influenceur sur les réseaux sociaux. J'ai mis en place un forum qu'on appelle le village des alliances interethniques de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous avons décidé de mettre cela en place. Pourquoi? Parce que nous avons vu ce déphasage-là entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Pourquoi ne pas utiliser ce que nos parents ont utilisé autrefois pour vivre ensemble, mais adapté à notre réalité technologique, adapté aux nouvelles technologies? Donc, lorsqu'on a mis en place le groupe, nous avons mis en place pas mal de restrictions. Par exemple, dans le groupe, il est interdit de poster des photos avec des débardeurs. Il est interdit de poster des photos où on voit des parties qui peuvent amener les personnes à mettre des commentaires pervers. Donc nous avons mis en place pas mal de restrictions qui ont permis au groupe aujourd'hui d'être l'un des plus grands groupes de Côte d'Ivoire, avec près de 400 000 membres. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons décidé de faire la promotion de nos valeurs culturelles, c'est-à-dire de revenir à l'ancien mode de vie, mais en utilisant toujours les réseaux sociaux pour pouvoir véhiculer nos messages. Donc, nous avons décidé dans ce groupe, comme vous l'avez entendu, le groupe des alliances interethniques de Côte d'Ivoire. Donc, nous avons décidé que ce groupe regroupe toutes les ethnies de Côte d'Ivoire dans un premier temps, parler de nos valeurs, faire la promotion de nos valeurs. C'est-à-dire la promotion de nos valeurs, c'est quoi déjà? C'est le respect des grandes personnes. C'est le respect de nos aînés. Et quand tu es sur les réseaux sociaux et que tu comprends ce respect-là et que tu amènes ce respect-là sur cette plateforme, automatiquement, les choses vont commencer à aller. C'est-à-dire savoir comment commenter avec une grande personne, savoir comment échanger avec une personne âgée. Il y a aussi d'autres groupes qui sont nés, des groupes où il y a pas mal d'autorités, de personnes vraiment très importantes dans notre société qui y sont avec des jeunes qui cohabitent. C'est-à-dire que il faut que nous créions cet environnement-là, un environnement où nous puissions discuter avec les parents, où nous puissions être à l'aise avec eux et qu'eux aussi puissent être à l'aise avec nous sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on essaie
un tant soit peu de bannir ce malparlage-là, qui ne nous apporte rien. Et tout à l'heure, j'étais avec une amie, elle me disait, il y a le SARA, le Salon de l'agriculture et des ressources halieutiques. Elle me disait qu'il y a une femme burkinabé qui a obtenu le prix, elle a labellisé la ticket ivoirien. Elle a obtenu le prix Castel de l'innovation. Elle est partie avec 10 millions de francs CFA. Donc, qu'est-ce que nous, j'ai vu des commentaires sur les réseaux qui disaient que non, ce n'est pas normal, chacun dit ce qu'il veut dire, les gens s'indignent, ce qui est naturel et normal. Mais à côté de ça, qu'est-ce que nous faisons? Mais on ne va pas passer tout notre temps à parler mal aux gens, à dénigrer. Il faut qu'on passe à l'acte. Et passer à l'acte, c'est d'utiliser à bon escient ces réseaux sociaux-là pour pouvoir éclore une nouvelle société et de jeunes. Et que aussi nos parents qui sont sur les réseaux sociaux puissent nous accompagner, puissent nous encadrer. Il ne faudrait pas qu'ils soient aussi loin de ces réseaux et qu'ils nous apportent assistance et non qu'ils fuient ce milieu-là. Ce milieu-là n'est pas un milieu aussi malsain. Il faudra comprendre que c'est un milieu aussi qui donne ouverture à pas mal de choses. Et il y a d'autres exemples, et il y a plusieurs exemples, avec des groupes qui ont été créés. Par exemple, on a un groupe qu'on appelle Police Secours, qui permet de parler de pas mal, de dénoncer, disons, ou bien de nous informer sur certaines pratiques et sur l'insécurité de notre pays. Il y a des groupes comme les consommateurs avertis, c'est un groupe où on parle des produits qu'on a, des bons coins, où on peut manger, les restaurants et tout ça, ce sont les retours d'expérience. Et que nos parents aussi peuvent utiliser pour pouvoir rentrer dans ces nouvelles technologies-là et comprendre les réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément ce malparlage-là, parce qu'ils se méfient, ils ont peur. Un parent a forcément peur qu'il parte sur les réseaux sociaux et qu'un enfant lui manque de respect. C'est souvent blessant. Il faut que nous-mêmes, au niveau des jeunes qui avons compris ces réseaux sociaux, l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, d'amener ces parents-là, nos parents qui ont peur, de les amener à aller vers les bons groupes, disons, à aller et chercher la bonne graine, c'est-à-dire ce qui est bon dedans. C'est à nous de le faire. Il ne faudrait pas qu'on reste toujours dans cette histoire de malparlage, dans cette histoire de baisse inutile. Il faudrait aussi qu'on puisse montrer, par exemple, tel élève dans telle école a été brillante ou bien première, et voilà, partager ce genre de choses, partager ce genre de valeurs-là qui vont amener nos parents à adopter, à voir, oh, bon, ok, il y a quelque chose de bon quand même dans ces réseaux-là. Il faudrait qu'on se mette à jour aussi. Et il y a d'autres réseaux, c'est-à-dire sur WhatsApp, par exemple, aujourd'hui, que nos parents, qui ne sont même pas allés à l'école, utilisent. Ils utilisent et en faisant généralement beaucoup de messages vocaux. Mais ils envoient aussi des photos, des images, des vidéos. C'est à nous d'encadrer tout cela, de leur montrer l'importance et de ne pas, souvent, sans t'en rendre compte, tu peux prendre des photos ou bien avoir des photos dans ton téléphone et les envoyer sans t'en rendre compte, ou bien mal l'utiliser. Il y a certaines personnes, au lieu de mettre une photo de profil, peuvent partager une photo sans s'en rendre compte. Donc c'est à nous aussi, les jeunes, d'apprendre à nos parents l'utilisation. Le téléphone peut être utilisé par tout le monde. Tout le monde peut utiliser un téléphone, que tu sois aveugle, et illettré, analphabète. Tout le monde peut. Le téléphone est fait de sorte que tout le monde puisse l'utiliser. Mais comment l'utiliser? C'est souvent ça le problème. Et aujourd'hui, le problème se pose au niveau même de cette jeunesse qu'on dit cultivée, qu'on dit lettrée. Cette jeunesse-là même qui l'utilise très, 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 très mal. Aujourd'hui, moi, grâce aux réseaux sociaux, j'ai mis en place un cabinet qui permet de collecter des fonds pour des personnes qui ont des projets. Et aujourd'hui, avec le système que j'ai mis en place, nous sommes à près de 600 millions de collecte de fonds depuis 2 ans. Simplement sur les réseaux sociaux. Je suis allé nulle part, je n'ai pas de site internet, rien de tout ça. À travers les réseaux sociaux, parce que je me suis créé une notoriété autour des personnes qui me suivent, autour des proches. Et à partir de ça, je donnais des conseils sur
les investissements, comment investir dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'aviculture, tout ce qu'il y a comme opportunité. Donc, petit à petit, je me suis créé une réputation, petit à petit. Et aujourd'hui, je suis en face des personnes même qui sont de la diaspora, des personnes âgées qui viennent vers moi prendre conseil sur des investissements. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à nous d'assainir ce milieu-là. Et aujourd'hui, je suis devenu comme une référence pour certaines personnes, surtout de la diaspora, des personnes âgées qui n'ont plus confiance au pays, mais qui sont sur les réseaux, qui ne parlent pas, qui ne commandent pas, qui ne font jamais de poste, mais qui t'écrivent pour te demander des conseils. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on puisse l'utiliser à bon escient et éviter de créer des groupes WhatsApp simplement pour parler de certaines choses. Il faut qu'on diminue ça. Il faut qu'on diminue ça et qu'on passe vraiment, il faut qu'on se prenne au sérieux et qu'on passe plus de temps à faire des recherches, par exemple sur YouTube. Il faut qu'on passe plus de temps à chercher des formations. Il y a plein de formations gratuites, par exemple sur YouTube. Pour nos parents qui ne savent pas, sur YouTube, moi, par exemple, je me suis formé à si je me rappelle encore du nom, et Fruity Loops, c'était un séquenceur qui permet de faire de la musique. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'arrangement ici, que vous appelez l'arrangement avec les DJ. Et je me suis formé seul, sans que je puisse aller chez un formateur. Donc, et vous pouvez aller sur YouTube, faire des formations. Par exemple, pour une femme qui fait du savon traditionnellement, ou bien de manière artisanale, allez sur YouTube, demandez comment faire du savon, l'emballage et quelles sont les machines qu'il faut pour le faire et tout ça. Donc, c'est à nous de montrer la bonne voie à nos parents pour qu'ils puissent adopter ces nouvelles technologies. Donc, le domaine est tellement vaste, c'est tellement vaste que chacun de nous doit apporter son grain de sel. Les parents, encadrer les enfants, les suivre. Ne les laissez pas dans leur monde. En les laissant dans leur monde, ils se créent leur monde et ils vont venir vous imposer ce monde qu'ils ont. Avant, par exemple, quand on perd un enfant, quand un enfant se perd dans la rue, on prenait le griot et on dit Deni Tununa, Deni Tununa, Deni Tununa. Aujourd'hui, il y a des pages, il y a des groupes, il y a des personnes. Quand un enfant, on ne retrouve plus un enfant, vous pouvez prendre la photo de l'enfant, envoyer sur les réseaux sociaux, tout le monde partage et c'est devenu encore plus rapide et moins cher. Même si l'enfant se trouve à Gagnoa, si vous faites votre Deni Tununa à Abidjan, bien entendu, les gens de Gagnoa ne vont pas entendre. Alors qu'avec aujourd'hui les réseaux sociaux, en partageant une photo d'un enfant qu'on ne voit plus, automatiquement dans les minutes qui suivent, sinon dans les secondes qui suivent, celui qui a Gagnoa sait déjà qu'il y a un enfant qui se nomme tant, qui est arrivé tant, qui était dans tel gars à Djamé et qui est arrivé là. C'est plus facile. Et il y a aussi des groupes où on donne des conseils et sur le couple, des histoires qu'on raconte, des histoires souvent pathétiques et passionnantes aussi dans le foyer et tout ça, qui peuvent nous permettre à tirer le meilleur de ces groupes-là. Il faut qu'on puisse changer notre manière de voir aujourd'hui les réseaux sociaux. Et à travers ces réseaux sociaux-là, je me rappelle, j'étais allé à Cap Sud une fois, et là, je rentre, je prends l'escalier roulant, je prends l'escalier et arrivé, lorsque je finis de monter, je vois une dame qui était là avec des tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat étaient en motif d'épargne, nos pagnes d'ici. Donc j'ai pris, j'ai regardé, j'ai dit ah mais c'est original. Elle dit qui fait ça? Elle me dit que c'est un jeune Ivoirien qui fait ça. Il dit ah il s'appelle comment? Elle me dit le nom, elle me donne son contact et tout ça. Moi je prends une tablette et je rentre à la maison. Mais avant ça j'ai pris des photos, j'ai pris le soin de prendre des photos. Donc quand je vais sur un groupe qui est bien connu de la place l'Observatoire démocratique de Côte d'Ivoire. Puisque moi-même je suis un influenceur sur ce groupe. Donc je poste les photos, disons, des tablettes de chocolat. Et je dis, mais voici un jeune Ivoirien qui fait du chocolat. C'est moi, c'est pas un groupe suisse, c'est un jeune Ivoirien. Le chocolat, il est très bon, il est fait de manière artisanale, mais c'est très bon, c'est bien fait. Et j'invite tous les Ivoiriens à aller acheter son chocolat. Alors que le jeune, bien avant, il était passé à l'émission Réussie.
de Canal, de passer sur TV5, un peu partout. Et lorsque moi je fais le post, c'est-à-dire la publication, aujourd'hui, il ne fait même plus 3 jours à Abidjan. Il n'a plus de temps. Simplement à cause du post qui a été fait. Alors qu'il est passé sur Réussi. Réussi quand même, des canaux, ce n'est pas permis à n'importe qui de passer là-bas. Mais ça ne lui a jamais donné ce boost qu'il a eu. Donc après ça, aujourd'hui, il est devenu une référence en matière de chocolat en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Axel Emmanuel. Tous les chocolats que vous voyez, les tablettes de chocolat avec le motif d'épargne, c'est écrit dessus le chocolatier ivoirien, c'est Axel Emmanuel. Vous voyez, ça vous dit que voilà comment on peut l'utiliser. Et à côté de ça, il faut que je le dise aussi, je dénonce aussi pas mal d'injustices dans notre société, puisque moi-même j'ai été victime d'injustice. Et il y a plusieurs injustices que j'ai eu à dénoncer et qui ont porté fruit. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire des tapages, sortir et aller casser ou bien et prendre des voyous contre la police et tout ça. Non, simplement sur les réseaux sociaux, nous avons eu gain de cause sur plusieurs choses. Comme par exemple, tout récemment, notre gouvernement avait commandé près de 200 000 tabacs venant de la Chine. J'ai été celui qui a dénoncé cela pour dire non, nous ne pouvons pas commander 200 000 tabacs venant de la Chine alors que nous avons des ébénistes qui sont en Côte d'Ivoire et qui sont capables de le faire. Il faut faire confiance à ces jeunes-là. Il faut qu'on leur donne aussi, il faut qu'on les accompagne, même si c'est techniquement ou je ne sais pas. Il faut qu'on les fasse confiance aussi. 200 000 tabacs, ça faisait 17 milliards. Pourquoi pas laisser ces 17 milliards dans ce pays pour qu'on ait plus une croissance qui est inclusive. Donc, j'ai dénoncé cela quelques mois après. Ça a été annoncé que la commande de ces tabacs a été annulée. Ça a été salué partout sur les réseaux sociaux. Donc, aussi, il faudrait qu'on prenne aussi notre courage à deux mains pour pouvoir parler de ces gens d'injustice-là. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on essaie de se prendre au sérieux, qu'on essaie de s'asseoir et réfléchir et dire, mais attends, les réseaux sociaux sont là, nos autorités nous regardent, aujourd'hui on ne peut plus sortir, aller marcher parce qu'on a peur. Mais voici, les réseaux sociaux sont là pour nous aider à transverser cette peur-là, à parler de ce qu'on doit parler. Il y a un dernier groupe, pour finir, qu'on appelle BPS, c'est-à-dire bénévole de premier secours d'Assane Hayek, que je salue au passage, qui fait beaucoup aujourd'hui pour notre société. C'est un groupe qui aide des personnes qui ont des difficultés, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à se soigner, qui sont en détresse, des personnes qui sont vraiment en détresse. Et Assane Hayek aujourd'hui a aidé des personnes. Aujourd'hui, il est à pas moins de 200 millions d'aides qu'il a apportées aux personnes vulnérables. C'est-à-dire, tu es malade, peut-être que tu n'as pas les moyens de te soigner. Quand tu viens voir Assane Hayek, et tout ça, c'est sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose, c'est pas dans un ministère, c'est nulle part. C'est sur les réseaux sociaux. Il suffit juste de taper BPS, brevet de premier secours. Et lorsque vous avez un cas, quel que soit là où la personne se trouve, il y a toujours un représentant quelque part pour aller vers cette personne-là. Et si le cas, il peut prendre le cas en charge, il prend ce cas-là en charge. Ça aussi, il faut que nos parents le sachent aussi. En dehors du ministère de la solidarité et de la cohésion sociale, il y a aussi Assane Hayek sur les réseaux sociaux qui aide beaucoup cette jeunesse-là, notre population, qui aide beaucoup les Ivoiriens. Ceux qui le suivent aussi savent. Il a acquis un certain nombre de cœurs, il a aidé pas mal de personnes. Donc c'était ça ma petite contribution et ce que je voulais vous dire par rapport aux réseaux sociaux et l'importance que les opportunités que les réseaux sociaux peuvent nous offrir et lorsque nous l'utilisons à bon escient. Je vous remercie. S'il y a des questions à poser, on va maintenant échanger entre nous. Si des personnes ont des questions, bon, je vais me déplacer. Okay, d'accord.
Ok, merci Serif Tal. Ok, comme il a dit, il y a une série de questions à poser. Ok, on va commencer. Bonjour, merci. Moi, je suis Louisa de La Réunion de Montréal. Merci pour le sujet. Je voulais juste nous conscientiser tous sur le fait que quand vous utilisez votre nom sur le réseau social, que vous soyez jeune, il faut penser que plus tard, vous allez être sur le marché du travail et qu'un employeur pourrait très bien aller chercher des informations sur vous avant même de vous rencontrer et que ce que vous avez mis, que ça soit mauvais, forcément, ça va vous fermer des portes de l'emploi. Je voulais vous conscientiser là-dessus et aussi savoir que sur le réseau, il y a aussi des prédateurs, aussi bien des jeunes. Donc faites très attention de mettre des photos de vos enfants, trouver une manière artistique qu'on ne voit pas tout et de ne pas trop dire où est-ce que ça se trouve. Moi, je suis à l'autre bout du Canada et je vois des posts en Afrique. Je vois des belles choses, je vois de l'art. Donc, montrez plus votre créativité. Essayez de trouver des moyens de vous rendre intéressant et aussi utiliser vos génies, que ce soit dans le web ou à travers le cinéma et autres. Il y a d'autres manières de dire, plus créatifs et plus intéressants. Donc c'était ce que je voulais partager parce que je trouve que c'est très important pour le développement intergénérationnel. Un jour, vous allez voyager au Canada et le Canada peut aussi regarder qu'est-ce que vous avez posté il y a 100 ans. J'exagère, mais c'est pour vous donner une idée des traces que vous laissez, vos empreintes numériques sur la toile. Merci. Bonjour, moi c'est Komara, je suis étudiant ITS. Au fait, le conférencier il avait parlé des jeunes sur les réseaux sociaux, que les jeunes doivent interagir avec les parents de telle sorte qu'ils puissent avoir une bonne communication. Mais on remarque chez nous, on a nos cultures qui sont là. Souvent, on constate qu'il y a des parents qui ont des problèmes à échanger avec les enfants. Et quand c'est comme ça, on a tout un tas de problèmes pour pouvoir communiquer avec nos parents. Vous vous imaginez, si un parent est très sévère envers ses enfants, ça continue depuis le bas âge, 7 ans, 14 ans, 21 ans, et on va et on continue. Mais est-ce que vous pensez que ce dernier peut communiquer avec ses parents? Là, la question reste posée. C'est vrai, nous jeunes, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on a tendance à faire ce que vous avez dit, le malparlage. Bon, souvent, on se dit quoi? Se distraire, se divertir. Parce que si on regarde l'ancienne génération qui nous a précédés, on a remarqué que ces derniers se donnaient beaucoup plus à la lecture. Mais est-ce que nos parents aujourd'hui nous donnent l'importance de la lecture? Tu parles dans une famille où il y a beaucoup plus d'élèves et d'étudiants, mais le problème est qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes qui se donnent à la lecture. Souvent, tu vas trouver, c'est un même, bon, il lit un peu, il laisse un peu. Moi, c'est que je voulais faire comprendre aux parents qui nous donnent la possibilité d'échanger avec eux, de se faire comprendre et de se faire entendre, de telle sorte que nous, jeunes aussi, on puisse s'entendre, comprendre ce que nos ancêtres ont compris, car c'est par nos parents qu'on peut comprendre. Mais si les parents ferment toutes les portes, nous, on ne peut que se défouler d'une autre manière sur les réseaux sociaux. On demande à nos parents, et demande à nos mères et nos pères présents ici, qui nous donnent la possibilité d'échanger avec eux de la manière la plus facile possible, que nous, jeunes aussi, on puisse comprendre le monde des grandes personnes. C'est tout ce que je voulais dire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est M. Diakité Moustapha Aziz. Étudiant en sciences juridiques et administratives à l'Université musulmane africaine dénommée UMA. Nous remercions le conférencier pour cette brillance. Bon, en tout cas, c'était fort aimable. On a pris du plaisir à vous écouter. J'aimerais poser comme question, face à ce nouveau défi qu'est la numérisation, disons même la modernisation, comment nous jeunes africains, particulièrement la jeunesse ivoirienne, devrons nous comporter pour ne pas piétiner notre culture?
excusez-moi pour le terme, pour ne pas abandonner, si je peux le dire, notre culture. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, il faut dire aussi, je reviens un peu aux frères, il faut dire aussi que nos parents, depuis un certain moment, ont démissionné. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Bon, ok, je pèse mes mots. Certains ont démissionné. C'est vraiment difficile aujourd'hui parce que nous avons laissé notre culture, c'est-à-dire ce qui fait l'Africain, nous l'avons laissé au profit de d'autres cultures qui n'ont pas les réalités chez nous ici. Aujourd'hui, quand tu es un parent, bon, quelqu'un, c'est-à-dire ton oncle par exemple, il porte main à ton enfant, on trouve qu'il a mal fait ou bien qu'il ne devrait pas. Moi, souvent, quand je dis ça, les gens sont choqués, mais c'est notre réalité africaine. Il ne faudrait pas que, c'est-à-dire, le nouveau monde-là puisse vraiment piétiner nos valeurs qu'on a eues autrefois. Parce que, autrefois, nos parents, ils nous éduquaient par la meilleure des manières. Et cette manière de nous éduquer là aujourd'hui, quand on voit nos mamans, nos papas ensemble, on se dit que mais comment ils faisaient? Comment ils arrivent à vivre comme ça? Alors qu'aujourd'hui, nous avons tous les moyens qui nous permettent de pratiquer cette culture-là, de faciliter cette culture-là et de vraiment éduquer plus facilement les enfants. Mais nous avons abandonné, nous avons démissionné en tant que parents, en tant que frères, en tout cas, nous avons démissionné. Donc, pour revenir à la question de l'autre frère, il faut dire, pour faire cette promotion de la culture-là, déjà, il faut qu'on puisse savoir ce qu'on recherche sur les réseaux sociaux. Si tu es allé pour chercher à parler mal aux gens, tu vas avoir qu'il y a des amis qui parlent mal. Si tu es allé sur les réseaux sociaux pour t'informer des réalités du pays, tu vas être en face des journalistes, amis avec des journalistes qui vont t'informer. Tu seras abonné sur des pages des journalistes qui vont t'informer. Si tu es allé sur les réseaux sociaux pour comprendre d'autres cultures ou bien d'autres modes de vie, africaines bien sûr, tu vas aller sur des pages comme le Village des Alliances interethniques, où on parle que de la culture, comme NDP Nouvelle du pays, où on parle que de la culture. Ou soit tu vas t'abonner sur la page de Joe Wilfried et Zarbi, qui parle de l'éducation du foyer, qui a des thèmes sur ce genre de choses, où les gens discutent, où des grandes personnes et des personnes âgées, où les personnes âgées sont abonnées pour les écouter. Il y a aussi des groupes où des personnes viennent parler de leur expérience, de l'éducation qu'elles donnent aux enfants. Tout ça, ce sont des exemples qu'on peut utiliser, qu'on peut suivre aussi. Mais en dehors de ça, les réseaux sociaux ne doivent pas être un indicateur. Il y a la vraie vie qui est là. Il faut vous approcher, il faut aller au village. Parce qu'on refuse aujourd'hui d'aller au village. Et c'est pas bon. Il faut aller au village, savoir ce qui se passe là-bas, même si c'est un week-end sur 3 mois. Aller voir le village, comment les gens se comportent là-bas, et copier cet exemple-là pour venir en parler sur les réseaux. Parce que si sur 100 jeunes, je prends un exemple comme ça, sur 100 jeunes, si 90 sont abonnés sur des pages de malparlage, mais les 10 autres, vous voulez qu'ils fassent quoi? Automatiquement, ils veulent être aussi dans la tendance, ils vont vous suivre. Mais si ces 90 là, nous, on commence à prendre conscience, si à la sortie de cet atelier, et que vous, sur les réseaux sociaux, vous partez vous désabonner sur des pages de malparlage et allez vous abonner sur des pages qui vont faire la promotion de nos jeunes et qui ont des produits à vendre, de nos jeunes inventeurs, de nos jeunes et qui parlent de la culture ivoirienne. Je pense que les choses vont commencer à aller dans ce sens-là. Même si aujourd'hui certains parents ont démissionné, c'est à nous aussi en tant que majeurs de prendre conscience, de dire ben c'est vrai les parents ont démissionné, mais nous qu'est-ce que nous pouvons apporter aussi, notre grain de sel, qu'est-ce que nous pouvons apporter pour que vraiment et ce clivage-là
on puisse racoler ces morceaux-là pour pouvoir aller de l'avant et construire une nouvelle société avec la technologie, avec la modernité. Donc c'est ce que je vous invite à faire vraiment beaucoup d'efforts sur ça, parce que c'est ce malparlage-là qui est... Aujourd'hui, j'étais étonné un jour de voir certaines personnes qui disent l'identité des Ivoiriens, c'est le malparlage. Je dis non. On ne nous connaît pas en tant que des malparleurs. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui est très gentil, c'est quelqu'un qui accepte tout le monde, c'est quelqu'un qui est très ouvert. Mais le malparlage, je ne connais pas l'Ivoirien dans ce registre-là. Nous l'avons adopté il y a tout récemment parce que certains parents ont démissionné. C'est tout simplement ça. En tout cas, c'est mon constat personnel. Bonjour. Bonjour, je suis Christian Guéhi, je suis journaliste. En fait, je voudrais poser une question concernant les pseudos et les noms propres qui sont utilisés sur Facebook. En fait, je veux aussi parler de l'éducation entre le père, les parents et puis les enfants. Je fais des recherches et j'ai constaté que beaucoup de jeunes ne sont pas amis avec leurs parents sur Facebook. Et même lorsqu'ils sont... donc, pour éviter que les parents suivent les activités, sinon les interventions sur les réseaux sociaux, ils utilisent des pseudos. Et très souvent, il y a des difficultés, il y a des problèmes qui se posent. Alors, je voudrais vous poser la question, est-ce qu'il y a des profits? Est-ce qu'il y a des bénéfices à avoir un pseudo sur Facebook ou mettre son nom propre? Aussi, c'est une invitation aux parents. Après cette question, c'est une invitation aux parents de chercher à être amis. Chercher à être amis avec les enfants sur les réseaux sociaux. Au-delà même de tout ce qu'on peut faire, c'est aussi une façon de les protéger parce qu'il y a une capacité de savoir quelles sont les vidéos, les images qu'ils postent. Je pense que c'est aussi la responsabilité. Tout à l'heure, vous avez dit que les parents ont démissionné. En fait, je ne pense pas que les parents aient démissionné, mais c'est seulement dû à la magie des jeunes hommes. Parce que le parent peut se contenter de chercher le nom de son fils pour être ami, mais il ne trouvera pas le nom. Parce que l'enfant utilise un pseudo. Donc, c'est un peu ça. Donc, la question, c'était de savoir est-ce qu'il y a des profits, des bénéfices à avoir un pseudo ou à avoir un nom propre sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. Ça, c'est une question qui est complexe. C'est une question complexe parce que c'est là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le génie de ces jeunes-là, c'est-à-dire des réseaux sociaux. Ils utilisent pas mal de pratiques aussi et pour pouvoir éviter, sinon fuir les parents. Donc, ils utilisent ce qu'on appelle les avatars, c'est-à-dire des pseudos qui n'ont rien à voir avec leur nom, ou bien des images qui ne sont pas leur image, ils utilisent d'autres images, mais dans ce sens-là, il y a Facebook même qui est en train de travailler dessus pour amener tout un chacun de nous à utiliser son vrai nom, ses vraies images. Et ça, aujourd'hui, quand tu crées un nouveau compte sur Facebook, aujourd'hui, Facebook te demande d'abord la première photo, ta photo réelle. Et à travers ça, au fur et à mesure que tu postes les photos, il y a une reconnaissance, ils ont une intelligence artificielle qui est là, qui identifie les photos, comme quoi ce sont tes photos. Si un jour il se trouve que certaines photos ne t'appartiennent pas ou que le nom ne t'appartient pas, Facebook supprime automatiquement le nom. Donc c'est une question un peu complexe et c'est difficile à répondre parce que dans toute chose, c'est-à-dire même dans la loi, il y a toujours des personnes qui contournent toujours la loi. Donc ce sont des jeunes malicieux qui souvent se donnent à ce genre de pratiques et on est obligé de vivre dans cet environnement-là avec, mais il faut que toujours les parents on puisse être là à parler aux enfants, à avoir des moments, même si c'est sur les réseaux sociaux, avec la distance,
à parler avec ces enfants-là et à leur faire comprendre que l'utilisation de ces réseaux-là doivent être vraiment de manière saine pour pouvoir créer une société avec ces jeunes-là, pour leur permettre de comprendre cette société que nous voulons créer aujourd'hui en évitant ces dérives sur les réseaux sociaux. C'est ça. En fait, il faut que nous parlons à nos enfants, à nos frères. C'est à nous aussi, c'est le rôle de tout un chacun, pas simplement à papa et à maman, mais nous aussi, des grands frères. C'est de parler à nos petits frères, leur faire comprendre, nous qui avons pris conscience de ces réseaux-là, leur faire comprendre qu'il y a une autre vie à travers les réseaux sociaux aussi, qu'on peut amener les parents à bien l'utiliser, même conseiller un parent à être coach, par exemple, sur les réseaux sociaux, à parler des histoires de notre terroir sur les réseaux sociaux. Et concernant les avatars, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Dans toute chose, il y a toujours des gens qui contournent. Et ça, je pense qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Ok, merci beaucoup, Monsieur Serif Tal, pour votre contribution. Sans tarder, nous allons recevoir Madame Asoko Esther Monet de la RTCI et Madame Corinne Maurice Ouattara de Pass Santé Mousso. Bonjour à tous. Bonjour. Nous avons deux conférences qui vont se suivre l'un après l'autre. Nous avons les médias sociaux, la cybercriminalité et la protection des données personnelles avec Madame Estelle Monet. Elle est juriste à l'Agence de régulation des télécommunications et des TIC de Côte d'Ivoire qui est en charge de protection des données en Côte d'Ivoire. Après, on aura Madame Corinne Ouattara Maurice, qui a la solution Pass Santé Mousso, qui sont les bijoux connectés. Elle parlera d'améliorer l'accès des familles aux services de santé grâce au TIC. Donc, on va laisser Madame Asoko faire sa présentation, ensuite Maurice Ouattara, et après, on passera aux échanges avec les questions. Donc, Madame Monet, excusez-moi, je vous laisse le plateau. Bonjour, messieurs, mesdames. Je vous remercie de me donner la parole. Et je suis, comme Monsieur Silla dit, Madame Asoko Estelle, et j'ai été désignée par la RTCI pour vous entretenir ce matin sur un thème qui est en rapport avec les médias sociaux et la protection des données à caractère personnel. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce matin et je tiens aussi à remercier ma direction, la direction de la protection des données à caractère personnel, qui m'a désignée et aussi la direction générale de la RTCI. Et le thème qui m'a été proposé est les médias sociaux, la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Mais pour un meilleur rendu, je l'ai reformulé ainsi, les médias sociaux et la protection des données à caractère personnel. Comme sous-thème, utiliser les médias sociaux en protégeant ses données à caractère personnel et sa vie privée. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est un thème d'actualité compte tenu des conséquences qui pourraient en découler. Nous pouvons citer rapidement les conséquences morales
qui peuvent être dues à la victimisation de certains internautes sur les réseaux sociaux et les conséquences sociales que les réseaux sociaux pourraient occasionner en créant des conflits familiaux entre parents-enfants et même parfois des conflits entre les parents eux-mêmes. Et à côté de cela, il y a les conséquences sociales qui sont dues au coût de l'addiction aux réseaux sociaux. Et avant donc d'aborder le thème, je souhaiterais rapidement présenter ma structure, la RTCI. Voilà, la RTCI est l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Et la RTCI est le régulateur des TIC en Côte d'Ivoire. La RTCI est aussi le régulateur en matière postale. La RTCI est l'autorité chargée de veiller à la sécurité des réseaux et systèmes d'information. Aussi, la RTCI est l'autorité compétente en matière de cybercriminalité, en collaborant avec le CICERT, qui est la cellule de recherche et de réponse aux incidents informatiques en Côte d'Ivoire. Et elle collabore aussi avec les organismes qui sont chargés de la répression des cybercrimes, qui sont la Direction de l'informatique et des traces technologiques, la DITT, en rapport avec la PLCC, qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Pour aborder donc la question comme propos introductif, je peux dire que Internet est utilisé dans de nombreux domaines de la vie. Pour communiquer, pour rechercher des informations, pour évoluer sur les réseaux sociaux, acheter en ligne, réserver des vacances, effectuer des opérations bancaires, entre autres. Aussi, la majorité des services auxquels nous recourons stockent nos données, c'est-à-dire les informations que nous mettons sur les services en ligne. Ils les échangent et les exploitent à des fins commerciales. Donc, des services comme WhatsApp ou Facebook ne sont en réalité pas entièrement gratuits. En tant qu'utilisateurs, donc, nous payons parfois les services, mais c'est au moyen des informations que nous donnons sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux là. Et nous ne savons toujours pas quelles informations sont enregistrées. Voilà, certaines applications font appel à la fonction de localisation et elles enregistrent ainsi les lieux de séjour et les profils de déplacement, même l'historique de nos pages visitées, les requêtes sur les moteurs de recherche, les cookies et même les contenus des emails sont parfois utilisés pour personnaliser les résultats des moteurs de recherche, des réseaux sociaux et autres services en ligne. Donc, à tout cela, il convient d'ajouter l'arrivée de nouveaux appareils, les objets connectés. Nous avons les bracelets de fitness, les montres connectées, les brosses à dents connectées, les jouets intelligents. Un certain nombre d'objets communiquent nos données. Et ces données-là sont stockées, nous ne savons souvent où. Elles sont stockées pendant des années et peuvent être consultées aux moyens de recherche. Donc, par conséquent, les données que nous mettons en ligne imprudemment pendant notre jeunesse sont pratiquement impossibles à supprimer. Donc, le thème est d'autant plus important qu'il suscite deux interrogations principales. Peut-on vivre à l'ère du numérique sans les réseaux sociaux? La question demeure posée. Comment assurer la protection des données à caractère personnel sur les médias sociaux? Après donc ces propos introductifs, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance des médias sociaux dans ce monde numérique. Et cela s'observe à travers l'utilité des médias sociaux. Mais derrière cette utilité, il ne faudrait pas ignorer les dangers qui existent aussi dans le cyberespace. Donc, sur l'utilité des médias sociaux, nous l'avons dit dans l'introduction, je voudrais préciser que les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube permettent de rapprocher les gens,
que ce soit au niveau privé comme au niveau professionnel. Aussi, être inscrit sur un réseau social permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes et pourquoi pas trouver l'amour entre griffes. Bon, en effet, il existe plusieurs sites de rencontres mythiques et darling qui permettent de développer des relations soi-disant amoureuses. Ça reste à vérifier. Et donc, les réseaux sociaux peuvent être aussi considérés comme des outils de promotion pour des entreprises commerciales et des fournisseurs de services grâce à des pages permettant de faire connaître leur entreprise. À côté de cela, un individu peut aussi, grâce aux réseaux sociaux, acquérir une notoriété publique. En effet, s'il crée un blog ou une page, une chaîne YouTube, il poste des vidéos, des photos qui font le buzz avec un certain nombre de vues, de likes. Il pourra devenir célèbre grâce à ces publications et même avoir la possibilité d'être payé. Je n'ai pas le nom de l'édition en tête, mais je sais qu'une année, à Africa Web Festival, il a été invité, je ne sais pas si je dis bien, Dougou Tiki ou l'homme robot. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il s'est fait connaître. Voilà, donc c'est un petit avantage. Bon, certains disent que les réseaux sociaux aussi sont un remède à la solitude. Ils comblent le vide relationnel et peuvent apporter à des personnes seules une certaine compagnie. On leur concède cela. Et donc, l'autre volet, les dangers qui sont liés aussi à l'utilisation des médias sociaux, c'est que malheureusement, certains utilisateurs peuvent être victimes d'intimidation sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de personnes mal intentionnées s'en servent pour harceler des personnes qui n'apprécient pas pour des motifs d'orientation sexuelle, religieuse, politique, handicap et différence. Et ces utilisateurs rédigent parfois des messages insultants ou haineux sans censure pour faire le plus de mal que possible. Et la cybercriminalité aussi a son espace. Il peut aussi être présent, il ne peut pas parce qu'il est présent dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc des pirates informatiques usurpent des identités pour attaquer des institutions, voler de l'argent. Ils accèdent frauduleusement dans les ordinateurs ou les systèmes d'information et se procurent des informations importantes comme l'identité, la carte bancaire, l'assurance sociale et bien d'autres informations. Donc, au regard de tout cela, les réseaux sociaux peuvent souvent, malheureusement, être utilisés par des pédophiles pour séduire de jeunes filles, de jeunes garçons, les séquestrer et de façon déplorable abuser d'eux ou demander des rançons aux parents. Donc, en fin de compte, les réseaux sociaux peuvent aussi devenir une véritable addiction chez certains jeunes, certaines personnes, et les renfermer sur elles-mêmes en créant des conflits familiaux. Donc, face à tous ces dangers, il convient d'attirer l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux et de les inviter à se protéger dans le cyberespace en adoptant des attitudes prudentielles et invoquer en cas de dommage la loi en vigueur en Côte d'Ivoire. Et donc cette protection des données à caractère personnel ne va pas sans la lutte contre la cybercriminalité. Donc la protection nous permet ici de présenter les lois principales qui sont applicables dans le cyberespace. La première loi que je peux citer, c'est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel. Et cette loi fixe le régime juridique applicable à tout traitement de données à caractère personnel. J'ai dit tout à l'heure que lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous donnons des informations. Ces informations, ce sont des données à caractère personnel. Pour essayer de définir rapidement une donnée à caractère personnel, ce sont des informations qui permettent de désigner directement ou
indirectement une personne physique. Une personne physique. Les données à caractère personnel ne concernent pas les personnes morales comme les structures, les entités, mais ce sont des personnes physiques. Et il existe plusieurs catégories de données à caractère personnel. Bon, il y a un schéma ici qui représente mieux, ce n'est pas source RTCI, c'est sur Internet. En fait, plusieurs catégories des informations. Nous pouvons avoir l'identité, la santé, le comportement, la communication, les finances et le contexte, derrière lesquels se cachent d'autres informations. Et donc, les informations permettent de désigner une personne, comme on l'a dit, directement ou indirectement. Donc, la loi relative à la protection des données à caractère personnel aussi reconnaît des droits aux personnes dont les données sont traitées. Elle sanctionne aussi le traitement de certaines données. Donc, à côté de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, j'aimerais citer rapidement la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité. Donc, c'est la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative donc à la cybercriminalité. Et cette loi précise 3 types d'infractions en rapport avec les données à caractère personnel. Nous avons les atteintes au système informatique, les atteintes au système automatisé les atteintes au système de cryptologie, entendez par là la sécurité de l'information. Et à côté de ces 2 lois, j'aimerais rapidement citer la loi relative aux transactions électroniques. Et c'est une loi qui régit le e-commerce, le commerce électronique, les échanges de biens et services sur les réseaux sociaux. Donc, juste pour préciser que la RTCI intervient également en matière de sécurisation des transactions électroniques, ce que j'ai rappelé dans les principales missions. Et donc, pour lutter contre la cybercriminalité sur les réseaux sociaux, à côté du cadre juridique qui existe, il y a aussi des institutions qui ont été mises en place. Et la RTCI, depuis 2013, est l'autorité de protection des données à caractère personnel. La RTCI est également chargée de veiller à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Et la RTCI est l'autorité compétente en matière de lutte contre la cybercriminalité à travers, comme je l'ai dit dans les propos introductifs, le est une structure au sein de la RTCI et collabore avec la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, et la DITT, la Direction des investigations et des traces technologiques. Donc, le cadre juridique est propre pour protéger nos données, pour nous protéger sur les réseaux sociaux. Le cadre institutionnel est aussi là. Mais à côté de tout cela, j'ai jugé bon de rappeler quelques bonnes pratiques pour s'auto-protéger sur les réseaux sociaux. Donc, il faut s'assurer que personne ne peut utiliser votre compte à votre insu ou usurper votre identité. Et cela, pour ce faire, nous devons éviter de garder les mots de passe ou les enregistrer dans les applications telles que Google, Facebook et autres. À côté de cela, il faut protéger l'accès à notre compte en utilisant des mots de passe différents et suffisamment robustes. Et si le service le propose, activer la double authentification qui consiste en un procédé qui envoie un code unique sur les smartphones que nous devons saisir pour prouver notre identité. Et il faut savoir aussi que certaines applications proposent d'interagir avec notre compte de réseau social. Et là, il faut se demander pourquoi. Voilà pourquoi, pour pouvoir avoir un service, on te demande d'accéder à toutes tes données. Quel est le but, quel est l'objectif? Et lorsque nous installons les applications, faisons-le depuis les sites officiels.
Voilà, au risque de donner l'accès de notre compte à un programme ou un virus. Et pour toute connexion depuis un compte de réseau social, il faut vérifier les autorisations délivrées. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais si l'on peut, il faut qu'on le vérifie, ainsi que les paramètres de confidentialité. Soyons prudents sur les ordinateurs, les Wi-Fi publics, car on peut se faire voler notre mot de passe et se faire pirater. Aussi, j'aimerais appeler votre attention sur le fait que supprimer un compte n'est pas toujours facile, voire même parfois impossible, parce que les fonctions pour ce faire sont dissimulées ou le profil est seulement désactivé, mais il n'est pas supprimé. De plus, lorsqu'on interagit avec les réseaux sociaux, ils divulguent des informations non seulement sur notre propre compte, mais aussi à d'autres endroits d'où elles peuvent être effacées. Donc, après tout ce qui a été dit, je veux conclure cette présentation en disant que les médias sociaux n'oublient jamais. Et c'est ce que chacun devrait garder à l'esprit avant de cliquer sur quoi que ce soit, avant de poster quoi que ce soit. Et cela vaut particulièrement pour les photos et les vidéos. Et l'actualité ivoirienne nous l'a montré récemment, il y a quelques mois, et celle d'un pays frère le week-end passé. Donc faisons très attention sur les réseaux sociaux. Et ne pensons pas être invisibles sur un réseau social en nous cachant derrière un faux nom, un pseudo ou je ne sais quoi, ou en évoquant une réglementation inexistante en Côte d'Ivoire pour commettre des actes cybercriminels. Car la direction de l'informatique et des traces technologiques, la DITT et la PLCC vous rechercheront et vous trouveront. Et le rapport annuel de la PLCC en parle. Il y a un tableau pour les interpeller, les déférer. Et ça existe réellement en Côte d'Ivoire. Et c'est dommage que la majorité, bon peut-être pas la majorité, mais une partie importante des interpellés et des déférés soient des jeunes. C'est vraiment déplorable. Et l'autorité de protection de données à caractère personnel, ARTCI, est donc là pour vous sensibiliser, pour protéger vos droits et pour protéger vos données à caractère personnel. Les juridictions ivoiriennes aussi sont compétentes pour traiter des questions de cybercriminalité liées à la violation de vos données à caractère personnel. Donc, je le répète et j'aimerais vraiment insister là-dessus, les médias sociaux n'oublient jamais, ne l'oublions pas. Je vous remercie. Ok, merci, Madame. Nous allons...
récemment, qui est un système obligatoire de protection sociale nationale, je vais dire, lié à la santé, à l'assurance, tout ça dans un souci d'améliorer les soins des populations. Cependant, face à ces efforts-là, on constate pas mal de difficultés au niveau médical. C'est-à-dire que quel traitement administrer en cas d'urgence, qui prévenir de la situation, quels sont les antécédents médicaux du patient, tout un tas de questions qui, quand nous n'avons pas d'informations, réduit, on va dire, augmente le taux de décès dus aux erreurs médicales. C'est triste de le dire, mais il y a la réalité qu'il y a beaucoup de décès qui sont dus aux erreurs médicales de nos jours, quoique les chiffres ne sont pas. Alors, face à cela, nous, c'est mon équipe et moi, nous avons développé le Pass Santé. Alors, le déclic du projet, déjà, je vous le dirai, c'est qu'en 2014, il y a eu un événement fort malheureux qui s'est déroulé à Abidjan, avec le décès du jeune mannequin Awa Fadiga, qui a créé beaucoup d'émeutes ici. Et avec mon équipe, on a décidé de pouvoir penser, rédiger et rendre ce projet réel, en se disant qu'aujourd'hui, que si les nouvelles technologies peuvent englober tout un tas de systèmes, elles peuvent aussi sauver des vies. Donc on peut également les utiliser autrement que l'utilisation qu'on a fait couramment. Et à cela, il faut ajouter une expérience personnelle qui, moi-même, épileptique toute jeune, j'avais vraiment du mal à me déplacer, être en contact avec les autres, parce que je péquais des crises couramment et ma crise était différente des autres crises. Je ne convulsais pas, je tombais. Donc il était difficile de dire à quelqu'un qu'elle est épileptique. Et ça créait beaucoup d'effrayeurs autour de moi, dans les salles de classe. J'avais vraiment du mal à m'intégrer avec la population. Donc le Pass Santé, c'est une plateforme web et mobile, donc associée à des bijoux, comme ce que je porte tout le temps, des médaillons ou encore des bracelets, donc qui permet d'avoir à tout moment sur soi ces informations personnelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et je suis sûre que c'est le cas pour tout le monde ici, personne n'a sur lui ces informations personnelles et médicales. Donc si par erreur quelqu'un tombe ici, il serait difficile de vous prendre en charge. Et souvent, on accuse le médecin qu'ils sont incompétents ou les services d'urgence, mais comment communiquer quand la personne ne peut pas le faire? Ou encore quand on a la manie de mettre des schémas sur son téléphone, des codes, et on ne sait vraiment pas qui contacter. C'est à ça que revient le Pass Santé aujourd'hui pour nous. Donc pour nous, les nouvelles technologies, le mariage TIC et la santé, aujourd'hui, c'est un mariage qui est réel, c'est un mariage qui sauve des vies. Et nous avons des exemples et des témoignages aujourd'hui à partir du Pass Santé. Nous pensons véritablement que c'est une solution qui pourrait sauver des vies. Déjà au niveau des familles, nos enfants vont à l'école. On ne sait pas, ils ont des carnets dans le sac. Non, du tout. Moi, j'ai mes enfants, je n'ai jamais mis un carnet de santé dedans. Mes enfants, chaque année, par le passé, j'oubliais de leur faire les vaccins et chaque année, je reprenais les mêmes vaccins parce que je ne sais pas. J'ai un tas de médicaments, de carnets de santé, tout ce qu'il y a. Alors pour aujourd'hui, pour moi, il y a une certaine assurance et quiétude, sachant que quand l'enfant part à l'école, il a son pass sur lui et j'ai sensibilisé l'établissement scolaire à ce qu'il puisse apporter déjà les premiers secours à l'enfant avant même que je ne vienne. Parce que par le passé, on m'appelait, quand je n'étais même pas par moment en Côte d'Ivoire, il fallait que je trouve quelqu'un pour pouvoir assister. Pour des personnes qui voyagent beaucoup, aujourd'hui c'est difficile quand on voyage, c'est le passeport qui est le premier élément qu'on a dans les dossiers. Rien d'autre. Donc comment s'assurer que là où on part, on peut être assisté? Comment le faire? En zone rurale aujourd'hui, on a constaté depuis nos activités terrain qu'on accuse beaucoup le sorcier. C'est vrai, il a un dos assez large. Mais à la réalité, on ne connaît pas notre bilan de santé. Par moments, ils sont diabétiques. Par moments, ils ont des allergies. Tout un tas de choses qu'ils ne savent pas. Et les enfants souffrent par moments de pneumonie. On ne sait pas, ils ont des infections respiratoires. Et la mère, on lui demande, non, il n'y a rien, je ne sais pas. Elle a oublié le dernier médicament que l'enfant a pris. On ne sait même pas qui contacter. Et par moments, on leur pose la question, quel est le nom de l'enfant? C'est son petit nom qu'on dit. Il s'appelle Papou, je ne sais pas. Donc, aucune information qui est donnée. Donc, aujourd'hui, avec le Pass Santé, il permet de retracer le parcours médical du patient. Alors, deux systèmes. Comment ça marche? De notre plateforme, vous vous inscrivez. Il y a un système freemium et un système premium. Le système freemium permet à tout individu
de télécharger gratuitement l'application et d'avoir son identité médicale. Le système premium lui permet d'avoir le support qui va avec et d'aller au-delà et de permettre au médecin de l'assister en ayant accès à ses antécédents. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux tomber, vous me prenez, vous allez m'assister via l'application, vous aurez mon identification médicale avec des informations qui vous demanderont des informations assez, comment est-ce que je vais dire, pour le domaine de la sécurité, je dirais comme ça. Parce que quand vous y allez, tout le monde ne peut pas accéder. Pour accéder, pour retracer qui a consulté mon dossier, quand bien même j'étais inconsciente, on vous demandera d'intégrer votre numéro de téléphone. Et je pense que cette amélioration a été faite avec le concours de la TCI qui a travaillé, audité sur notre plateforme, qui nous a aidé à ce que le niveau de sécurité soit vraiment corsé. Donc, il va permettre d'entrer un numéro de téléphone que quand je sois consciente, je sache que madame, par exemple, a consulté mon dossier et si ni d'Adam ni d'Ève je la connais, je pourrais rentrer en contact via son contact téléphonique, voir pourquoi est-ce qu'elle m'a consulté. Et si c'est un centre de santé, j'aurai l'information que le docteur Corinne, de la clinique Corinne, a consulté mon dossier aujourd'hui. C'est une certaine assurance pour la personne en face de savoir que tout le monde ne consulte pas le dossier. Après, dans ce qu'on appelle le tourisme médical, donc je peux aller me faire traiter en Tunisie, au Maroc, tout cela, je peux me faire prendre en charge. Et le médecin, n'ayant pas peut-être le contact de mon médecin ici, via le pass, pourrait déjà me prendre en charge parce qu'il aura un niveau d'accès vraiment différent, mais il pourra rapidement me prendre en charge. Alors, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec le pass santé, il est possible de pouvoir, avec le pass santé, avec la TCI, mais aussi avec les ministères qui ont intégré, qui ont adopté la solution, de pouvoir améliorer la qualité de vie des populations. Comme toute œuvre humaine, ce n'est pas une solution qui sera 100% parfaite, mais elle le sera véritablement avec le concours de tout le monde. C'est depuis 2014, on y travaille. Récemment, on a l'autorisation et la convention avec le ministère de la Santé, avec le SINAMEPSI, qui est le syndicat des médecins. Cela a été possible, comme je le dis et je le répète, grâce à la TCI qui nous a accompagnés dans tout ce qui est travailler sur l'architecture, la sécurité, tout ce qui est pas derrière, mais aussi par la population qui adhère aujourd'hui. On a une base de données d'environ plus de 15 000 personnes, femmes et enfants, qui utilisent la solution et nous continuons. Et à partir de janvier, nous commençons une phase pilote nationale sur tout l'étendue du territoire. Donc je m'arrête là et j'espère avoir une interaction pour pouvoir affiner ma présentation. Merci. Merci, Madame Corinne Maurice-Ouattara. Nous allons passer à la phase des échanges. Ceux qui ont des questions, on va prendre juste quelques questions. Merci. Bonjour, je suis Communant Jézéchiel, étudiant en télécom à ITS de Plateau. Donc, j'ai d'abord deux questions pour Madame Corinne. Par rapport à votre service que vous offrez à tout un chacun et en rapport avec la protection des données à caractère personnel, j'aimerais savoir, lorsque une personne s'identifie à votre service, les données de cette personne vont où exactement, si possible, de savoir. Et en deuxième position, est-ce que le service fournit une assurance médicale? Est-ce que le service donne une assurance médicale aux personnes qui s'identifient à vous? Voilà, ça y est. On va prendre 2-3 questions d'abord avant de répondre, ou bien vous voulez répondre en même? Je peux. Ok, d'accord. Allez-y. Alors, concernant les données à caractère personnel, j'ai tenu à préciser et insister que notre plateforme a été auditée. Mais bien avant, oui, on a pris le temps de vérifier. Parce qu'en toute chose, je pense qu'après la TCI pourra m'arrêter, il y a un principe, il y a une exception. Et déjà, quand vous consentez déjà à pouvoir... c'est vous-même qui fait rentrer les données. Ce n'est pas nous, c'est vous qui mettez les informations qui sont dessus. Après, les données sont où? C'est vrai que par le passé, par mes connaissances, elles étaient logées ailleurs.
Mais parce qu'on a été redressé, elles sont logées ici en Côte d'Ivoire, chez un opérateur qui est basé ici en Côte d'Ivoire, qui s'est fait auditer. Et je pense que dans notre convention, il devrait se faire auditer avant la fin de l'année, si je ne m'abuse. Donc, c'est ici que ces informations sont. Alors, pour l'assurance maladie, non. Nous ne sommes pas une assurance maladie, nous sommes un service complémentaire. Nous ne voulons pas nous substituer à une assurance maladie. Nous mettons à disposition des informations pour que le corps médical, les assurances, puissent vous assister efficacement et de façon efficiente. On ne souhaite même pas s'assimiler à une assurance maladie. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a des questions? Allez-y. Bonjour, madame. Je vous remercie pour vos interventions. Moi, c'est Agnès Logne-Elvis, étudiant en droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ma question s'adresse à madame Assoko. J'aimerais savoir quelles sont les méthodes mises en œuvre par l'ATCI pour protéger les données personnelles. La deuxième question est la suivante. Les données personnelles sont une extension de la vie privée, dont toute violation est sanctionnée. J'aimerais savoir, en cas de violation de ces données personnelles, quelle est la personne indiquée à poursuivre? Merci. Allez-y. Ok, je vous remercie pour votre question. Vous avez dit quelles sont les méthodes mises en œuvre par la RTCI pour protéger les données à caractère personnel. Votre première question. D'accord. Les méthodes mises en œuvre sont la loi relative à la protection des données à caractère personnel. En vue de protéger les données à caractère personnel, l'État ivoirien a pris une loi, la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Et cette loi fixe des obligations à tout responsable de traitement. Cette loi protège les droits des personnes concernées. Et cette loi sanctionne les responsables de traitement qui ne respectent pas les différents principes qui sont mis en œuvre pour manipuler, traiter les données à caractère personnel. Quand vous dites quelles sont les méthodes mises en œuvre par la RTCI, ce n'est pas la RTCI qui met les méthodes en œuvre en tant que telles. Les dispositions sont dans la loi et la RTCI, pour la bonne gestion, pour la protection des données à caractère personnel, sensibilise, informe, crée des colloques, fait des présentations. Mais ce n'est pas la RTCI elle-même, c'est la loi qui prévoit des mesures de sanction, de contrôle. Pour les données à caractère personnel, comme je l'ai dit, ce sont des informations dont la manipulation est régie par la loi DCP, c'est-à-dire la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, par exemple, toute structure sur le territoire ivoirien qui traite des données à caractère personnel doit se mettre en conformité avec la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Madame Ouattara vous l'a dit avec son projet Passe Mousso. Lorsqu'une entreprise, toutes les entreprises qui sont sur le